48 heures. C'est exactement le temps qui sépare la prospérité absolue de l'effondrement total. 48 heures, c'est le compte à rebours invisible qui vient d'être déclenché, un sablier diplomatique où chaque grain de sable qui tombe rapproche le Moyen-Orient d'une redéfinition catastrophique. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar, ces titans financiers, bâtis sur des océans d'or noir, se retrouvent soudainement face au choix le plus terrifiant de leur histoire moderne. Un choix imposé non pas par une résolution de l'ONU, ni par une puissance occidentale, mais par Téhéran. Le message, délivré dans le secret le plus absolu, est d'une clarté glaçante. Expulsez l'armée américaine de vos terres d'ici 2 jours, ou regardez vos champs pétroliers, vos raffineries, votre économie entière, brûlée jusqu'aux fondations. Pour comprendre l'ampleur de ce tremblement de terre géopolitique, il faut d'abord examiner comment ce message a été transmis. Oubliez les ambassadeurs, les sommets télévisés ou les communiqués de presse pompeux. Dans les arcanes du Moyen-Orient, les véritables menaces de mort ne sont jamais publiques. Elles empruntent ce que les services de renseignement appellent les canaux de désescalade d'urgence. Ce sont des lignes de communication cryptées, maintenues ouvertes même entre les pires ennemis, précisément pour éviter qu'un malentendu ne déclenche l'apocalypse. Le 1er mars à une heure non divulguée, les téléphones rouges ont sonné simultanément à Riyad, Abu Dhabi, Koweït City et Doha. Au bout du fil, des émissaires de haut rang des gardiens de la révolution islamique. Ils ne demandaient pas une audience. Ils lisaient un arrêt de mort conditionnel. Leur logique est implacable. Depuis des décennies, les monarchies du Golfe jouent un jeu d'équilibriste dangereux, une neutralité de façade. Elles vendent leur pétrole à l'Est comme à l'Ouest, investissent leurs milliards à Londres et à New York, sourient aux diplomates iraniens lors de sommets régionaux, tout en abritant sur leur sol l'infrastructure militaire américaine la plus redoutable du monde. L'Iran a décidé de briser cette hypocrisie stratégique. Le message stipulait très clairement: votre territoire est utilisé pour lancer des attaques qui tuent des civils iraniens. Des avions de chasse américains décollent de vos bases. Des drones américains opèrent depuis vos pistes. Des missiles de croisière transitent par votre espace aérien. Aux yeux des lois de la guerre, vous n'êtes plus des observateurs neutres, vous êtes des belligérants. L'ultimatum donne exactement 48 heures pour ordonner l'arrêt total des opérations américaines depuis le sol du Golfe. Passé ce délai, si un seul drone décolle, si un seul radar américain traque une cible iranienne depuis l'Arabie saoudite ou les Émirats, la riposte ne visera pas les bases militaires. Elle visera le cœur palpitant de leur existence. L'infrastructure pétrolière, pourquoi cibler le pétrole et non les bases de l'US Army? C'est ici que réside le machiavélisme terrifiant de la stratégie iranienne. Attaquer une base américaine, c'est déclencher la Troisième Guerre mondiale avec Washington. Attaquer une raffinerie saoudienne, c'est détruire l'Arabie saoudite de l'intérieur, tout en paralysant l'économie mondiale, forçant ainsi les États-Unis à supplier pour un cessez-le-feu. Acte 2. L'anatomie d'une vulnérabilité fatale, l'illusion du bouclier. Mais pourquoi les États du Golfe tremblent-ils autant? N'ont-ils pas passé ces 40 dernières années à acheter pour des centaines de milliards de dollars l'équipement militaire américain le plus sophistiqué? N'ont-ils pas les fameux missiles intercepteurs patriotes, des radars dernier cri, des avions F-15 et F-35? La vérité que les généraux américains chuchotent dans les couloirs du Pentagone mais n'admettent jamais à la télévision, c'est que la défense totale est une impossibilité mathématique et physique. Prenons l'exemple de l'Arabie saoudite. C'est un pays dont la survie dépend d'un réseau d'artères industrielles titanesques, s'étendant sur des milliers de kilomètres de désert impitoyable. Prenons le champ pétrolier de Ghawar. Ce n'est pas un simple puits, c'est le plus grand gisement de pétrole conventionnel au monde. Il mesure 280 kilomètres de long sur 30 kilomètres de large. Il contient à lui seul plus de 800 têtes de puits individuels, un maillage infini de pipelines, de stations de pompage, de vannes de pression. Comment protégez-vous une cible de la taille d'un petit pays européen? Une batterie de missiles Patriot, le fleuron de la défense antiaérienne américaine, coûte environ 1 milliard de dollars. Elle peut, dans les conditions idéales, protéger un rayon d'une vingtaine de kilomètres contre des cibles balistiques traditionnelles. Pour établir un dôme de protection imperméable sur le seul champ de Ghawar, il faudrait aligner une vingtaine de ces batteries. L'Arabie saoudite en possède à peine une dizaine pour défendre l'intégralité de son immense territoire, y compris ses villes et ses palais.
et les défenses américaines ne sont pas conçues pour la guerre de saturation asymétrique que l'Iran a perfectionnée. L'Iran ne va pas tirer un ou deux gros missiles. La doctrine militaire iranienne repose sur l'essaimage. Ils lanceront simultanément des centaines de drones kamikazes volant en rase-motte pour échapper aux radars, suivis de dizaines de missiles de croisière zigzagant entre les dunes, et couronneront le tout par une pluie de missiles balistiques frappant à des vitesses hypersoniques. Même si les systèmes patriotes fonctionnaient à 100% de leur efficacité théorique, un détail glaçant concernant leurs munitions condamne d'avance les pays du Golfe. Un détail que les planificateurs iraniens ont calculé avec une précision d'horloger. Ce détail, c'est l'épuisement des stocks. Une batterie patriote possède un nombre limité d'intercepteurs prêts à tirer. Face à une vague de 500 cibles simultanées, les systèmes de défense vont engager les premières menaces, vider leurs tubes de lancement en quelques minutes et se retrouver complètement à sec. Le temps qu'il faut pour recharger physiquement une batterie patriote se compte en dizaines de minutes. Pendant ce temps de latence, les 300 drones iraniens restants s'écraseront impitoyablement sur les installations de traitement d'Abqai, sur les terminaux d'exportation géants de Ras Tanura, sur les usines de désalinisation d'eau dont dépend la survie même de la population saoudienne. C'est déjà arrivé. En septembre 2019, une attaque surprise de drones et de missiles a frappé les installations d'Abqaiq et de Kurez. Les radars américains et saoudiens n'ont rien vu venir. En quelques minutes, la moitié de la production pétrolière de l'Arabie saoudite a été coupée. 5 millions de barils par jour effacés du marché mondial, ce n'était qu'un avertissement, une démonstration de force à petite échelle. Aujourd'hui, avec cet ultimatum de 48 heures, l'Iran menace d'une destruction totale et définitive. Imaginez la production de 10 millions de barils par jour tomber à 5, puis à 2, puis à 0. Les revenus du pétrole représentent près de 90% des exportations de l'Arabie saoudite et financent presque tout l'appareil d'État. Sans cette manne, le royaume s'effondre de l'intérieur en quelques mois, l'effondrement du mirage de verre et la mort du pétrodollar. Si l'Arabie saoudite représente le cœur industriel et religieux du Golfe, les Émirats arabes unis, et plus particulièrement Dubaï, en sont la vitrine scintillante. Mais cette vitrine est d'une fragilité absolue. Dubaï ne survit pas principalement grâce à ses propres réserves de pétrole, qui sont minimes comparées à celles d'Abu Dhabi. Dubaï survit grâce à une illusion, l'illusion de la sécurité absolue au milieu d'une région en flammes. C'est cette perception de sécurité qui a convaincu les oligarques russes, les milliardaires chinois et les banquiers occidentaux d'y parquer leurs super-yachts, d'y acheter des penthouses à 50 millions de dollars et d'y établir les sièges régionaux de leurs multinationales. Dubaï est une forteresse financière construite sur la promesse que la guerre s'arrête à ses frontières. Que se passe-t-il si l'ultimatum expire et que les Émirats choisissent de garder les troupes américaines? Il suffirait de 3 missiles de croisière iraniens. Pas besoin de détruire la ville. Un missile sur le port de Jebel Ali, l'un des plus fréquentés au monde. Un drone explosif sur l'aéroport international de Dubaï, le hub le plus dense de la planète pour les passagers internationaux. Et une frappe ciblée sur les usines de dessalement et les centrales électriques au gaz naturel. En 24 heures, l'illusion s'évapore. Les compagnies aériennes annulent tous leurs vols. Les assurances maritimes multiplient leurs primes par 100, rendant tout commerce impossible. Les investisseurs étrangers, pris de panique, liquident leurs actifs immobiliers, provoquant un crash d'une violence inouïe. Sans électricité pour climatiser les tours de verre dans un désert à 50 degrés, Dubaï devient littéralement inhabitable. Ce n'est pas une défaite militaire, c'est l'effacement pur et simple d'une économie moderne. Et le Qatar, la situation de Doha est encore plus cauchemardesque. Le Qatar partage avec l'Iran le plus grand gisement de gaz naturel du monde, le North Dome ou South Pars côté iranienne. Ils sont littéralement siamois sur le plan géologique. Mais le Qatar abrite également la base aérienne d'Al Udeid, le quartier général avancé du CENTCOM, le centre de commandement central de l'armée américaine pour tout le Moyen-Orient. Près de 10 000 soldats américains y sont stationnés. Le Qatar est l'otage parfait. S'il ne ferme pas Al Udeid, l'Iran peut paralyser les exportations de gaz naturel liquéfié du Qatar en bloquant le détroit d'Ormuz ou en sabotant les installations d'extraction partagées. Mais la destruction de ces économies régionales n'est que la première vague du tsunami. L'onde de choc véritable, celle qui fait trembler Washington jusqu'à ses fondations.
porte un nom, le pétrodollar. Depuis 1974, un accord non écrit mais sacré lie les États-Unis à l'Arabie saoudite. L'Amérique garantit la survie militaire de la famille royale saoudienne. En échange, l'Arabie saoudite s'engage à vendre son pétrole exclusivement en dollars américains. Ce système oblige chaque nation sur Terre à acheter des dollars pour faire tourner son économie, garantissant à la monnaie américaine son statut de monnaie de réserve mondiale et permettant aux États-Unis de financer leur dette colossale. Si l'Arabie saoudite se soumet à l'ultimatum iranien et expulse les Américains, le pacte de 1974 est rompu. Privé du parapluie militaire de Washington, Riyad devra trouver de nouveaux protecteurs. Pékin et Moscou attendent dans l'ombre. La prochaine étape logique pour l'Arabie saoudite, désormais sous la tutelle géopolitique de l'axe irano-russo-chinois, sera d'accepter des paiements en yuans ou en roubles. La fin du pétrodollar signifierait une inflation dévastatrice aux États-Unis, la chute de l'empire financier américain et la redéfinition totale de l'ordre mondial. Et tout cela, l'Iran l'a orchestré non pas en déployant des armées, mais en utilisant une arme psychologique beaucoup plus subtile, cachée dans la durée même de l'ultimatum. Pourquoi 48 heures? Pourquoi pas une semaine ou un mois? Dans la diplomatie coercitive, le contrôle du temps est plus meurtrier que le contrôle de l'espace. Les dirigeants iraniens, héritiers d'une tradition impériale perse millénaire, sont des maîtres de la psychologie stratégique. Ils savent que les monarchies du Golfe sont passées maîtresses dans l'art de la tergiversation. Face à une crise, la stratégie habituelle du Golfe consiste à gagner du temps. Convoquer un sommet de la Ligue arabe, envoyer des émissaires secrets à Washington, payer des lobbyistes à Washington pour faire pression sur le Congrès américain, acheter pour quelques milliards de dollars d'armes supplémentaires pour calmer tout le monde, et attendre que la tempête passe. L'ultimatum de 48 heures a été conçu chirurgicalement pour annihiler cette stratégie. 48 heures, ce n'est pas assez de temps pour que le Pentagone déploie de nouveaux groupes aéronavals dans le golfe Persique. Ce n'est pas assez de temps pour acheminer, installer et calibrer de nouvelles batteries de défense antimissiles. Ce n'est même pas assez de temps pour que les diplomates américains, saoudiens, émiriens et qataris se réunissent physiquement pour élaborer une réponse commune. L'horloge isole chaque dirigeant. Le prince héritier saoudien dans son palais à Riyad ne sait pas ce que le président des Émirats décide à Abu Dhabi. Et si les Émirats cédaient et fermaient les bases américaines pour sauver Dubaï, laissant l'Arabie saoudite seule face à la colère iranienne? La paranoïa s'installe. Le délai incroyablement court force une prise de décision basée sur la peur primale de l'anéantissement immédiat, court-circuitant toute analyse stratégique à long terme. C'est la définition même de l'échec et mat. L'Iran a placé le roi américain et les cavaliers du Golfe dans une position où tout mouvement légal entraîne la perte de la partie. L'Amérique ne peut pas combattre à la place de ses alliés si ses alliés terrorisés lui interdisent d'utiliser leur territoire. Pendant que les monarques du Golfe transpirent à grosses gouttes dans leurs palais climatisés, que se passe-t-il à 10 000 kilomètres de là, dans la tristement célèbre situation room de la Maison-Blanche? L'alerte tombe. Les agences de renseignement interceptent l'ultimatum. Le président des États-Unis est réveillé au milieu de la nuit. Autour de la grande table en acajou, les visages des chefs d'état-major et du directeur de la CIA sont livides. L'Amérique, la superpuissance incontestée, vient d'être prise en otage. Mais contrairement aux films hollywoodiens, il n'y a pas de solution miracle, pas de bouton rouge magique pour résoudre la crise en quelques minutes. Le président se tourne vers le secrétaire à la Défense et pose la seule question qui compte: pouvons-nous protéger les champs pétroliers si l'Iran frappe? La réponse, prononcée dans un silence de cathédrale, est un non catégorique. Les généraux expliquent la cruelle réalité de la logistique militaire. Pour dissuader l'Iran, il faudrait déplacer au moins 2 groupes aéronavals supplémentaires dans le golfe Persique. Un porte-avions de la classe Nimitz, avec son escorte de destroyers et de sous-marins, se déplace à une vitesse maximale d'environ 30 nœuds. S'ils sont actuellement en mer de Chine méridionale ou en Méditerranée, il leur faudra des semaines pour arriver sur zone. L'Iran, lui, n'a donné que 48 heures, et même si les navires américains étaient déjà sur place, pourrait-il intercepter une pluie de 1 000 missiles et drones kamikazes visant 50 cibles différentes à travers la péninsule arabique? Non, les systèmes à aegis des destroyers américains sont formidables, mais ils ont des limites physiques. Le Pentagone sait parfaitement que l'Iran possède l'avantage mathématique
de la saturation. L'Amérique se retrouve face à un paradoxe terrifiant. Elle possède la force militaire la plus destructrice de l'histoire de l'humanité. Elle pourrait réduire Téhéran en cendres en quelques heures, mais cette puissance de feu est absolument inutile pour empêcher la destruction asymétrique de l'infrastructure pétrolière de ses alliés. L'Iran a mis en place ce que les stratèges appellent la destruction mutuelle assurée par l'économie. Si vous nous frappez, nous détruisons le moteur de l'économie mondiale. C'est ici que l'on assiste à la mort d'un concept vieux d'un siècle, la dissuasion américaine. La dissuasion ne fonctionne que si l'ennemi croit que votre réponse sera si dévastatrice qu'il n'a aucun intérêt à attaquer. Mais l'Iran a inversé l'équation. Ils ont calculé à juste titre que les États-Unis ne risqueraient pas un effondrement économique mondial et une guerre totale au Moyen-Orient juste pour maintenir quelques bases dans le Golfe. Washington réalise avec effroi que le véritable pouvoir ne réside plus dans le nombre d'ogives nucléaires ou d'avions furtifs. F-35. Le véritable pouvoir au XXIe siècle réside dans la capacité à exploiter les vulnérabilités structurelles de l'adversaire. Les États-Unis sont une armée expéditionnaire géante qui dépend de bases vulnérables construites chez des alliés encore plus vulnérables. L'Iran, en revanche, a décentralisé sa force de frappe, l'enfouissant profondément sous des montagnes rocheuses, la rendant pratiquement invulnérable aux frappes chirurgicales. Le secrétaire d'État américain prend alors la parole dans la situation rouble. Si la force militaire est inutile, que reste-t-il? La diplomatie. Mais comment négocier avec un adversaire qui refuse de vous parler et qui a fixé un ultimatum de 48 heures sans compromis possible? La solution qui va émerger de cette réunion de crise est l'un des secrets les mieux gardés de la diplomatie moderne. C'est une stratégie de pure survie politique, une danse macabre où tout le monde ment pour éviter de déclencher l'apocalypse. L'horloge tourne, Esh 12 avant la fin de l'ultimatum. Que va-t-il se passer dans la réalité de ce théâtre d'ombre moyen-oriental? Il n'y aura pas de déclaration de guerre. Il n'y aura pas non plus de conférence de presse où le roi d'Arabie saoudite ou l'émir du Qatar annonceront, la tête baissée, qu'ils se soumettent aux exigences de Téhéran. Une telle humiliation publique détruirait la légitimité de ces monarchies et déclencherait des révoltes internes, sans parler d'une panique boursière sans précédent. Non, la réalité de la géopolitique est beaucoup plus cynique. Ils vont opter pour la capitulation silencieuse. Dans l'obscurité, des émissaires saoudiens et émiriens vont envoyer des messages urgents à Téhéran, utilisant les mêmes canaux secrets. Le message sera en substance: nous vous avons entendu. Nous allons restreindre drastiquement les opérations militaires américaines depuis notre sol. Pas de frappes offensives, pas de vol de reconnaissance intrusif. Mais s'il vous plaît, laissez-nous le faire discrètement pour sauver la face. En parallèle, Riyad et Abu Dhabi imposeront de nouvelles règles d'engagement aux commandants américains stationnés sur leur base. Soudainement, des autorisations de survol seront retardées pour des raisons administratives. Des exercices conjoints seront reportés. L'armée américaine, tout en maintenant sa présence physique, se retrouvera fonctionnellement paralysée, transformée en tigre de papier confiné dans ses casernes. Et l'Iran? L'Iran acceptera ce compromis hypocrite. Pourquoi? Parce que Téhéran aura obtenu exactement ce qu'il voulait: neutraliser la menace américaine sans tirer un seul missile, sans risquer une riposte, tout en prouvant au monde entier qu'il est désormais le véritable maître du Golfe Persique. L'Iran déclarera victoire sur ses médias d'État, affirmant que l'impérialisme américain a reculé face à la détermination de la République islamique. Les États-Unis, de leur côté, publieront des communiqués lénifiants affirmant que leur engagement envers la sécurité de leurs partenaires du Golfe reste inébranlable, cachant désespérément le fait que leurs partenaires viennent de se soumettre à l'ennemi. Et puis, la 49e heure arrive. Le soleil se lève sur le golfe Persique. Les eaux brillent, le sable s'échauffe. À première vue, absolument rien n'a changé. Les gratte-ciels de Dubaï étincellent toujours dans la brume matinale. Les pétroliers géants continuent de charger leurs millions de barils à Ras Tanura. Les soldats américains se réveillent dans leurs casernes climatisées au Qatar et en Arabie saoudite. Mais en réalité, la tectonique des plaques géopolitiques vient de s'inverser. Tout a changé. Le Moyen-Orient tel que nous le connaissions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce Moyen-Orient dessiné par les cartographes britanniques et protégé par les flottes américaines, n'existe plus. Il a été remplacé par une nouvelle réalité où la présence militaire de Washington n'est plus qu'une façade théâtrale
un décor de cinéma maintenu uniquement pour éviter un effondrement brutal des marchés financiers mondiaux. Dans les faits, les monarchies du Golfe sont devenues, par la force des choses, des États tributaires de la République islamique d'Iran. Ce n'est pas une conquête territoriale, c'est une conquête de la volonté. Téhéran possède désormais un droit de veto non officiel mais absolu sur la politique étrangère, la politique de défense et même la politique énergétique de la péninsule arabique. Si l'Iran veut faire monter les prix du pétrole, il n'a plus besoin de menacer de bloquer le détroit d'Ormuz. Il lui suffira de passer un appel discret à Riyad. Si l'Iran veut que les Émirats cessent de financer des groupes d'opposition en Syrie ou au Liban, la menace silencieuse de raviver l'ultimatum suffira. L'hégémonie ne se mesure pas toujours au nombre de chars d'assaut qui franchissent une frontière. Elle se mesure à la capacité de dicter les choix de votre voisin. La nature a horreur du vide et la géopolitique encore plus. La capitulation silencieuse de l'Amérique face à cet ultimatum ne passera pas inaperçue à Pékin et à Moscou. La Chine, qui importe l'immense majorité de son énergie du Golfe Persique, observe cette paralysie américaine avec une satisfaction glaciale. Pékin va immédiatement s'engouffrer dans la brèche, proposant à l'Arabie saoudite et aux Émirats un nouveau pacte faustien. Les Américains ne peuvent pas vous protéger des missiles iraniens. Mais nous pouvons convaincre l'Iran de ne pas tirer, car Téhéran dépend de notre soutien économique. En échange, vendez-nous votre pétrole en yuans et achetez notre technologie de surveillance. La Russie, quant à elle, consolidera son alliance stratégique avec l'Iran, formant un arc d'influence inébranlable s'étendant de la mer Caspienne à la mer Rouge. Le piège de Thucydide se referme, non pas dans le détroit de Taïwan, mais dans les sables d'Arabie. Les empires ne meurent pas toujours dans d'immenses batailles apocalyptiques. Parfois ils meurent d'épuisement, paralysés par leurs propres contradictions, vaincus par un adversaire qui a compris que la plus grande faiblesse de l'Amérique était son refus absolu de subir des pertes économiques cataclysmiques. L'ultimatum de 48 heures de l'Iran n'était pas un simple coup de bluff, c'était une radiographie impitoyable de la vulnérabilité du système mondial. Il a prouvé que la richesse infinie ne peut pas acheter l'invulnérabilité. Il a prouvé que la technologie militaire la plus avancée est inutile face à la tyrannie de la géographie et des mathématiques. Nous venons d'assister à la chute silencieuse de l'empire du pétrodollar. Alors, la question qui se pose maintenant n'est plus de savoir si l'Amérique va perdre le Moyen-Orient, mais de savoir comment le monde entier va survivre à cette transition monumentale. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que les États-Unis accepteront cette humiliation silencieuse? Ou pensez-vous que Washington prépare déjà une riposte souterraine qui pourrait déclencher la véritable Troisième Guerre mondiale? Le système du pétrodollar peut-il survivre à cette décennie? Descendez dans la section des commentaires et dites-moi quelle serait votre stratégie si vous étiez dans la situation room de la Maison-Blanche aujourd'hui. Le débat géopolitique se passe là-dessous. Et je lis absolument tous vos avis. Si cette analyse vous a permis de comprendre la réalité cachée derrière les gros titres des journaux, frappez le bouton d'abonnement et activez la cloche. La géopolitique mondiale est en train d'être réécrite sous nos yeux et sur cette chaîne, nous continuerons à décrypter l'échiquier mondial coup après coup. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les coulisses du pouvoir.